Le saviez-vous? Spécial Napoléon. Le premier. Le saviez-vous? Napoléon Bonaparte portait originalement le nom de Buonaparte, un nom d'origine italienne. Famille installée en Corse depuis la fin du XVe siècle, où Napoléon avait passé une partie de son enfance, quand il partit pour la France pour la première fois vers ses 10 ans, afin d'y suivre une éducation au collège d'Autun puis à l'école militaire de Brienne, ce dernier ne savait alors parler qu'un dialecte corse. Moqué par les autres élèves pour les fautes récurrentes qu'il faisait donc en français et son fort accent italien, moquerie renforcée de par le fait que sa famille avait des origines modestes, où il est eu le gros lot. Une fois devenu adulte, vraisemblablement marqué par cette période, et dans une volonté de paraître plus français à des fins politiques, il décida de changer de nom peu après son mariage avec Joséphine de Beauharnais. Le 11 mars 1796, 5 jours après celui-ci, il signera ainsi sa dernière lettre avec l'orthographe de Buonaparte et changera son nom, qu'il utilisera dès sa lettre suivante et pour le reste de sa vie, en Bonaparte. Un changement d'orthographe qui sera confirmé par l'état civil et qui sera adopté par tous les autres membres de sa famille. En revanche, une fois arrivé au pouvoir, ses adversaires politiques, tant britanniques que royalistes français, continueront de l'appeler sous son ancien nom avec l'orthographe italien pour se moquer de lui et montrer qu'il n'était pas légitime en tant qu'empereur des Français. Le saviez-vous? Napoléon et Joséphine ont fraudé pour leur papier à leur mariage. Avec 6 ans de différence, ils cachèrent celle-ci en faisant falsifier leur état civil afin de faire modifier leur âge de manière officielle. Joséphine se rajeunit ainsi de 4 ans, tandis que Napoléon, lui, se vieillit d'une année, ce qui ramena leur différence d'âge à seulement 1 an seulement, avec respectivement 27 et 28 ans, au lieu des 26 pour Napoléon et de 32 pour Joséphine dans la réalité. Le saviez-vous? L'immense tableau Le Sacre de Napoléon, qui est censé représenter le couronnement de Joséphine par Napoléon, juste après que ce dernier se soit fait couronner empereur, par lui-même, comporte plusieurs inexactitudes historiques. Bon, ceci étant, sachant que c'était une œuvre commandée par Napoléon lui-même à des fins de propagande, on part déjà sur de bonnes bases. Peint par Jacques-Louis David entre 1805 et 1807, Napoléon avait ainsi demandé plusieurs modifications à l'artiste, 5 pour être précise. Tout d'abord, l'ajout d'un geste de bénédiction par le pape Pie VII, auquel David avait originalement fait prendre une attitude passive, avec les 2 mains sur les genoux. Napoléon, en voyant cela, lui aurait alors déclaré, je cite, « Je ne l'ai pas fait venir de si loin pour qu'il ne fasse rien ». Fun fact, quelques années plus tard, Napoléon fera enlever et enfermer le dit pape de 1809 à 1814 parce qu'il n'agissait pas comme il le souhaitait. Vous pouvez d'ailleurs voir présentement à votre écran le premier film de l'histoire sur Napoléon, daté de 1897, qui met en scène cet événement. J'ai encore fait un grand écart. Les 4 autres changements demandés étant quant à eux l'ajout de 4 personnes qui n'étaient tout simplement pas présentes ce jour-là. Tout d'abord, le cardinal légat Caprara, qui était malade et n'avait pas pu se rendre à la cérémonie, l'ambassadeur de l'empereur romain germanique, l'ambassadeur cette fois du sultan ottoman, le dénommé Halet Effendi, dont l'entrée à la cathédrale lui avait été refusée car il était musulman, et qui fut pour le coup représenté par David sous les traits de son prédécesseur à ce poste, le premier ambassadeur du gouvernement ottoman en France, le dénommé Morali Seyed Ali Effendi, comme ça reste simple, hein, c'est bien, et enfin Laetitia Bonaparte, la maman de l'empereur, qui suite à une dispute entre ce dernier et son frère Lucien, avait choisi de ne pas faire le déplacement et de rester boudée à Rome, ce qui devait au passage bien l'arranger puisqu'elle ne pouvait pas piffrer sa belle-fille. Plusieurs autres modifications furent la faites par David lui-même. Pour des raisons esthétiques, il changea tout d'abord la disposition générale de la scène et des personnages par rapport à la réalité. Il effectua aussi un rajeunissement de Joséphine pour qu'elle paraisse avoir une vingtaine d'années, alors qu'elle en avait 41 à ce moment-là. Il s'ajouta lui-même avec sa famille dans une tribune, petite autodédicace, hein, ce avec plusieurs de ses collaborateurs, élèves et amis, ainsi que son propre maître, Joseph Marivien, bah pas besoin, il est déjà là. Des hommages effectués sur ce qui est au passage le plus gros tableau de sa carrière, avec ses 6,21 m sur 9,81, tableau qui est à ce jour le 2e plus gros tableau du Louvre après les Noces de Cana de Véronèse, à quelques petits centimètres près. Noces de Cana que vous pouvez retrouver juste en face de la Joconde si jamais. Ce qui fait que tout le monde l'ignore. Au rang des personnages cette fois-ci absents, on notera qu'il omit en particulier le ministre de la police générale, Joseph Fouché, pourtant présent ce jour-là, la raison probable étant qu'il était connu pour avoir persécuté des chrétiens durant la Terreur et commis des massacres qui lui avaient valu le surnom de mitrailleur de Lyon, ce qui faisait plutôt moyen sur un tableau d'une cérémonie à Notre-Dame avec le pape, c'est qu'on rappelle que le tableau avait été commandé pour glorifier l'image de Napoléon. Et enfin, dernière anomalie, cette fois-ci un anachronisme, c'est l'ajout à droite de l'empereur d'un prêtre au visage au teint gris qui avait été inspiré d'un buste censé représenter Jules César. Un détail ajouté par David pour combler en fait l'espace qui avait été libéré de par le redressement de la posture de l'empereur, qui dans la version originale du tableau devait en fait le montrer plus tôt dans la cérémonie, au moment où il se couronnait lui-même.
Un ajout à double interprétation possible au choix, comparaison flatteuse entre César et la carrière militaire et politique qu'il a eue avec celle de Napoléon, mais rappelant aussi d'autre part l'histoire d'un homme devenu dictateur et qui avait enterré la démocratie. Ici, parallèle avec Napoléon, devenu premier consul puis empereur, alors que la France était devenue une république suite à la Révolution française. Ah, et César a fini assassiné. C'est toujours une interprétation à prendre. Le saviez-vous ? L'éléphant a failli être l'emblème de la France. En 1804, quand Napoléon voulut choisir de nouveaux emblèmes pour représenter l'Empire français, plusieurs propositions lui furent faites par ses conseillers. Parmi celles-ci, le chêne représentant sagesse et réconciliation, la fleur de lys, précédemment utilisée par la royauté, mais aussi un véritable petit zoo complet avec le coq parfois déjà utilisé, le lion pour concurrencer le léopard des armoiries de l'Angleterre, l'aigle pour rappeler l'Empire romain, ou encore l'éléphant, un animal qui peut paraître insolite aujourd'hui, mais qui n'était pas tant que ça à l'époque en France. En 1758 par exemple, le projet original de l'Arc de Triomphe devait ainsi représenter un éléphant géant de 25 mètres de haut, avec le roi Louis XV le surmontant, prouvant que l'animal était déjà à la mode depuis quelques années, au moment où Napoléon hésitait à choisir le symbole. Symbole que celui-ci vraisemblablement appréciait, puisqu'il reprit cette idée en 1809 pour la place de la Bastille, où il avait projeté de faire une fontaine éléphant en bronze, construite à partir des canons pris à l'ennemi. Un projet qui, de par la chute de l'Empire, ne sera jamais abouti, et restera à l'état de maquette en bois et en plate grandeur nature, avant d'être détruite en 1846. Il aurait d'ailleurs même déclaré, au moment de choisir les emblèmes, je cite, que le coq n'a point de force, il faut choisir entre l'aigle, l'éléphant ou le lion. Après réflexion cependant, ce sera finalement l'aigle qui deviendra l'un des deux emblèmes de l'Empire, choisi comme emblème à côté d'un autre animal un peu oublié depuis, les abeilles. Le saviez-vous ? L'abeille impériale a été un symbole du premier et second empire français. Idée proposée par le directeur général des musées des Noms et l'archichancelier Cambacérès, cette dernière avait été proposée pour plusieurs raisons. Tout d'abord car elle était à l'époque un symbole assimilé à celui des Mérovingiens, ce de par la découverte, en 1653, d'abeilles en or dans le tombeau de Childéric Ier. Bon, bien que c'était aussi interprété comme des mouches ou des cigales, donc en France c'est pas trop. Outre le fait qu'elle rappelait ainsi une ascendance royale, sans pour autant rappeler la dynastie des Bourbons assimilée à la fleur de lys, elles avaient aussi été proposées car elles évoquaient la vie en communauté, réglée et hiérarchisée sous l'autorité d'un chef, représenté par la reine des abeilles, raison qui avait par ailleurs fait que le symbole, déjà envisagé quelques années plus tôt par la Première République, avait été rejeté par celle-ci. Une forte capacité de production, à la fois collective et disciplinée, représentée là par la production de miel des abeilles, tout en ayant enfin une puissance armée, rappelée ici par leur aiguillon. A savoir aussi que les abeilles ont depuis l'Antiquité une symbolique liée à la résurrection et l'immortalité. Ces dites abeilles impériales seront par la suite reprises comme symbole par Napoléon III en 1852 quand il instaura le Second Empire. Le saviez-vous ? Napoléon a perdu l'équivalent de 800 000 à 1 million de francs en diamants, alors prêté par son frère Joseph, lors de sa fuite de Waterloo le 18 juin 1815. Se trouvant dans l'un de ses véhicules personnels qui furent bloqués durant leur retraite, il lui sera également volé 2000 Napoléons d'or et divers autres objets, dont ses effets personnels ainsi qu'un collier donné par sa sœur. Après avoir confié les 4 millions de francs lui restant au banquier Laffitte une fois revenu à Paris, quand il se rendra aux Anglais quelques jours plus tard, le 15 juillet, après avoir abdiqué et tenté en vain de rejoindre les États-Unis, il lui restera encore 300 000 francs sur lui. Au moment où les Anglais lui demanderont de vider ses poches, ils trouveront 110 000 francs dont ils en gardèrent 80 000. Tout le reste de l'argent sera pour sa part bien camouflé dans les ceintures de l'ex-empereur ainsi que celles de ses compagnons d'infortune. Une petite fortune cachée qui lui permettra d'améliorer son quotidien une fois en exil à Sainte-Hélène. Le saviez-vous ? Toujours durant la bataille de Waterloo, le chirurgien en chef de l'armée impériale et inventeur des ambulances chirurgicales mobiles qui sauvèrent la vie à des milliers de soldats, le baron Dominique Jean Larrey, faillit être fusillé par les troupes prussiennes qui le prirent pour Napoléon. Séparé de ses hommes et capturé alors qu'il était en train d'organiser le repli de ses ambulances, sa ressemblance physique avec l'empereur trompèrent les Prussiens qui le prirent pour ce dernier. Insulté, battu et presque déshabillé, il fut conduit à un officier qui se rendit compte qu'il ne s'agissait pas de l'empereur, mais décida malgré tout de le fusiller quand même. Type sympa quoi. Le peloton fut mis en place, mais au dernier moment, l'homme qui était censé lui bander les yeux lui reconnut. Pour cause, il avait en fait suivi les cours du chirurgien quand il était à Berlin. Conduit auprès du général prussien Blücher, Larrey fut relâché par ce dernier. La raison ? Eh bien, c'est que Larrey avait en fait acquis la réputation de soigner tous les blessés sans distinction, qu'ils soient alliés ou ennemis, officiers supérieurs ou hommes de troupe. Et parmi ces blessés, justement, il s'avère qu'il s'était en fait trouvé le fils du général même. Le saviez-vous ?
Le tableau Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, peint par David, et oui encore lui, où l'on voit Napoléon sur son cheval franchissant héroïquement le col du Grand Saint-Bernard en Suisse, lors de sa campagne d'Italie, possède là encore un léger souci historique. C'est que le col n'a jamais été franchi sur un cheval mais sur une mule. Le saviez-vous? L'on doit peut-être bien, accidentellement, la carrière militaire de Napoléon au père du célèbre écrivain Alexandre Dumas, le dénommé Thomas Alexandre Dumas. Fils métis d'une esclave noire, Marie-Césette Dumas, et d'un père blanc, un noble normand, le colonel Alexandre-Antoine David de la Pailleterie, ce dernier avait reçu une éducation d'un jeune noble, financé par son père, avant de s'engager dans l'armée dans le régiment de la Reine Dragon en 1786. Après quelques années, durant la Révolution, sa carrière avait alors très rapidement progressé, jusqu'à atteindre le rang de général en 1793 à l'âge de 31 ans, devenant par la même occasion le premier général d'origine afro-antillaise de l'armée française. Et c'est à ce poste de général qu'il avait donc été appelé à Paris pour mater l'insurrection royaliste en 1795. Sauf que suite apparemment à un problème de voiture, Dumas ne put jamais arriver à temps sur place pour prendre le commandement effectif, qui fut alors donné au général de brigade Bonaparte. Bonaparte qui mata l'insurrection avec succès le 5 octobre, en tirant à la mitraille sur les insurgés. Une mission remplie avec succès qui propulsera la suite de sa carrière, avec une promotion en général de division dès le 16 octobre, puis en général en chef de l'armée de l'intérieur le 25. Par la suite, quelques années plus tard, Dumas finira par servir sous les ordres de Napoléon même, mais se séparera de ce dernier durant la campagne d'Égypte en 1799, ce de par son opposition avec son commandement, mais aussi de sa vision politique. Repartant en France avec le géologue Dolomieu, qui était lui aussi en désaccord avec Napoléon, leur navire, sous la menace d'un naufrage, devra cependant se diriger vers Tarente au royaume de Naples, où ils seront alors faits prisonniers durant presque 2 ans. Ils ne recouvreront la liberté qu'après le 14 juin 1800, suite à la victoire des armées françaises commandées par Bonaparte lui-même justement à Marengo, et sur sa propre demande, ces derniers ayant fait partie des prisonniers qui seront libérés par le traité de Florence en 1801. Mais cet emprisonnement aura été très brutal, et, maltraité, Dumas en ressortira estropié, sourd, paralysé de la joue gauche, semi-aveugle et atteint d'un ulcère à l'estomac. De retour en France en 1802, à l'époque du consulat, il fera partie des soldats licenciés au moment de la paix d'Amiens et ne touchera jamais sa solde d'arriéré pour ses années de captivité, ni ses indemnités dues par le gouvernement napolitain en faveur des prisonniers. Devant se contenter de sa retraite de général de division, ce qui le mit dans la galère financière avec sa famille. Il tentera à plusieurs reprises d'obtenir ses indemnités, mais aussi de retrouver un commandement jusqu'à s'adresser à Napoléon même par lettre, mais ces demandes resteront sans retour. Thomas Alexandre Dumas décédera ainsi peu après, le 26 février 1806, en laissant derrière lui sa femme et ses 2 enfants, dont le jeune Alexandre Dumas, alors âgé de 4 ans. Le saviez-vous? Napoléon était un fan de l'eau de Cologne. Mais genre vraiment un gros fan. Parfum favori de divers personnages connus, tels que les rois Louis XV et Louis XVI, en 1810, on sait que celui-ci en consommait en moyenne 36 à 40 flacons par mois. Le saviez-vous? Napoléon a écrit une nouvelle romantique, Clisson et Eugénie. Une histoire écrite en 1795 qui raconte l'amour voué à l'échec entre un soldat et son amante, et qui semblerait être inspirée de la propre relation de Napoléon avec Désirée Clary, la sœur de sa belle-sœur mariée à son frère Joseph Bonaparte, vous suivez toujours, avec laquelle il s'était fiancé en avril 1795, avant de rompre ses fiançailles dès septembre pour se diriger vers Joséphine de Beauharnais qu'il avait rencontrée durant l'été. Joséphine que Désiré surnommera très non affectueusement la vieille. Le roman de Napoléon, après ce qui semble avoir été 5 réécritures par lui-même de son vivant, sera finalement édité et paraîtra en 2007. Le saviez-vous? Le fils de Napoléon, le dénommé Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, ou plus simplement Napoléon II, a techniquement régné 2 semaines sur la France, ce en tant qu'empereur des Français. 16 jours pour être précis, du 22 juin au 8 juillet 1815. Un règne théorique, suite à l'abdication de Napoléon, effectué sans n'avoir jamais posé le pied en France, puisque ce dernier se trouvait alors à Vienne. Précisons aussi que celui-ci était alors âgé de 4 ans et que cette revendication ne fut pas vraiment prise au sérieux par le gouvernement temporaire qui signa ses actes au nom du peuple français et non de Napoléon II avant que Louis XVIII ne revienne et prenne le trône de France dès son entrée à Paris le 8 juillet. Le saviez-vous? Le Napoléon, aussi appelé Minuet, est une race de chat créée en 1997 dont le nom a été donné en référence à la petite taille supposée de l'empereur, qui était dans la réalité avec ses 1m70 environ d'une taille tout à fait normale pour l'époque. La race ayant été créée par un éleveur américain, le prénommé Joseph Smith, qui était originalement spécialisé dans les élevages non pas de chats, mais de chiens, plus particulièrement des bassets. Le saviez-vous? Contrairement à ce qu'en dit un nombre abominable d'articles et de vidéos,
Oui, vous pouvez appeler votre cochon Napoléon, et vous avez en réalité toujours pu le faire. Bon, bien que durant les 2 empires, c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées. Légalement, il n'y a en effet rien que ce soit dans les 20 volumes qui concernent le Premier Empire, ni dans les 9 du Consulat, ni même dans le seul et unique volume que couvrent les 100 jours, qui n'interdit de le faire, puisque cette loi n'a tout simplement jamais existé. La question qui se pose alors étant, mais d'où provient cette rumeur? Car il n'y a rien non plus dans les caricatures de l'époque, qu'elles soient britanniques ou même françaises, qui ne fait apparaître Napoléon sous les traits d'un cochon. Et pourtant il en a eu des caricatures. Eh bien la réponse se trouverait bien plus tard, probablement de par George Orwell avec son livre Animal Farm, un livre paru en 1945 où un cochon, allégorie de Staline, se prénomme Napoléon. La confusion aurait été créée au moment où le livre a été traduit en français en 1947 sous le titre Les animaux partout. Puisque dans cette traduction, l'éditeur français, Au Pâté, avait à l'époque refusé que le cochon puisse s'appeler Napoléon, et avait changé son nom en César. Chose qu'avait ensuite repris Gallimard pour la seconde édition du livre, prénommé cette fois La République des animaux. Le nom original de Napoléon n'ayant été remis que 34 ans plus tard, dans l'édition de 1981, prénommé cette fois-ci La Ferme des animaux. Un changement de nom durant toutes ces années, qui avait dû à l'époque probablement faire croire en une censure légale ou en une loi existante. Une invention de toute pièce donc, qui a dû à un moment ou un autre se retrouver dans un article, qui a ensuite été repris et repris indéfiniment, avec encore de nos jours des articles et vidéos partageant ce qui est basiquement une légende urbaine comme un fait établi. Comme quoi... Merci beaucoup à Kamami pour avoir proposé l'idée de cette vidéo sur le Discord. Vous pouvez vous aussi le rejoindre via le lien en description. Haha, rire commercial. Merci aussi enfin beaucoup aux donateurs qui ont rendu cette vidéo possible. Merci donc à Akanon, à Amrosi, à Nonkekus, à P4992 et j'ai plus le temps.